danger de la vie d'autrui. Cogema devant le tribunal correctionnel de Limoges pour abandon de déchets radioactifs pendant les 50 ans où elle a exploité les mines du Limousin. En juin 2005, pour la première fois, la multinationale française du nucléaire se retrouve sur le banc des accusés au tribunal correctionnel de Limoges. À ce moment-là, les citoyens plaignants croient encore en leur justice. Nous prétendons qu'il y a véritablement un gros problème de pollution, un gros problème de déchets et il faut que la justice passe. 5 mois plus tard, c'est la consternation. Le 14 octobre 2005, la Cogema est relaxée. Elle sort du tribunal sans la moindre condamnation. Aujourd'hui, l'avocat qui soutenait les associations pense que la partie était perdue d'avance. Areva a profité d'une réglementation taillée sur mesure pour l'industrie nucléaire. Un régime d'exception pour ces déchets radioactifs. Alors, la défense d'Areva, qui a été extrêmement efficace, a consisté à dire vous devez appliquer les règles du droit minier, qui sont encore une fois extrêmement favorables à l'exploitant, puisqu'elles sont faites pour permettre le développement de l'industrie minière. Donc on applique le droit minier, on applique le droit nucléaire, et la combinaison des deux fait que finalement on a une définition de déchets qui ne permet pas d'englober la plus grande partie de ce que l'on retrouve aujourd'hui dans la nature. Donc au final, officiellement à Bessines, il n'y a pas de déchets pour la justice. Alors officiellement, il n'y a pas de déchets effectivement dans le Limousin. C'est au-delà de Bessines. Il n'y a pas de déchets dans le Limousin aujourd'hui. Oui. Écoutez, oui, ça me pose un vrai problème. Nous nous sommes procuré le dossier d'instruction. Avant procès, le juge chargé de l'enquête avait sévèrement pointé du doigt la responsabilité de la Cogema. Ces faits caractérisent à la fois des modes de gestion non réglementaires de déchets radioactifs, mais encore des négligences substantielles de la part d'une société industrielle d'envergure mondiale. Le juge d'instruction a refusé de s'exprimer. Nous avons contacté un magistrat proche de l'enquête pour lui demander pourquoi le tribunal a relaxé la Cogema. Il nous a parlé franchement, sans savoir qu'il était enregistré. Tout a été apaisé complètement, la Cogema s'en fichant totalement. Ils ont suivi l'information d'un œil amusé, sans s'y intéresser vraiment. Et vous considérez qu'ils ont été relaxés alors qu'ils n'auraient pas forcément dû l'être? C'est mon avis. Mais... C'est votre avis? Enfin, moi, je suis content d'avoir fait mon travail, parce que dans quelques années, quand on verra les bombes à retardement qu'a laissé la Cogema, au moins je ne serai pas mis en cause. C'est une satisfaction morale. L'impunité pour le pollueur. En France, le droit suprême du nucléaire a supplanté le droit commun. Au revoir. Cette justice qui s'applique à tous. Aujourd'hui, les habitants des régions contaminées par les déchets des mines d'uranium continuent de se battre pour tenter de léguer à leurs enfants un avenir le moins radioactif possible. En France, le gendarme du nucléaire, c'est l'ASN. C'est cet organisme d'État qui est en charge du contrôle du nucléaire, de la protection des populations et de leur information. André-Claude Lacoste en est le président. Et pour lui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ces déchets ne sont pas dangereux. En ce qui concerne les déchets miniers d'extraction, le grand public, la population qui peut y être exposée, n'est pas très informée. Il y a un certain retard dans beaucoup de pays à reconnaître que les résidus d'extraction minière et les stériles sont un vrai sujet. Lorsque vous avez pris vos fonctions, il y a 16 ans maintenant, à la tête de l'ASN, est-ce que vous pensiez que ces résidus ou ces stériles étaient dangereux? C'est toujours difficile de franchement. C'est difficile de rappeler ce qu'on pensait 15 ans avant. Ouais. Mais clairement, à l'époque, dans ce genre de sujet, ma priorité, c'était les déchets des exploitants nucléaires, les déchets d'EDF, les déchets du commissariat d'énergie atomique, les déchets d'Areva. Et clairement, c'est là-dessus que nous avons mis l'accent.
C'est pour ça que nous avons bâti un plan national de gestion des déchets radioactifs, qui a été bâti une loi. Et c'est seulement au cours du temps qu'il nous est apparu qu'il fallait accrocher à ce mouvement de réflexion, accrocher à ce mouvement d'action, le sujet des résidus et des stériles miniers. Donc il y a un temps de retard. Il y a eu un vrai temps de retard. Il y a un vrai temps de retard. Aujourd'hui, pour être très clair vis-à-vis du grand public qui nous écoute, comment vous les considérez, vous, ces résidus ou ces stériles? Est-ce que vous les considérez comme des produits dangereux? Je les considère comme des produits potentiellement dangereux, mais l'ensemble des mesures dont nous disposons nous conduit à penser que, pour le moment, il n'y a pas de danger. Ils sont potentiellement dangereux, mais il n'y a pas de danger. S'il y avait un danger quelque part... J'ai du mal à vous comprendre. S'il y avait un danger quelque part, on interviendrait sur le champ. Quand on dit, et quand la CRIRAD dit, ou d'autres disent, il faut mettre des barrières de protection, il faut mettre des panneaux de signalisation, qu'est-ce que vous dites, vous? Votre intime conviction, c'est quoi? Mon intime conviction, c'est qu'il n'y a pas de situation dangereuse actuellement en France. À partir du moment où vous partez du principe qu'il n'y a pas de situation dangereuse, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas donc de raison de mettre de barrières, de mettre de panneaux, que la population ne doit pas s'affoler. Je n'ai absolument pas dit ça. Je dis simplement qu'il n'y a pas de raison de prendre des mesures hâtives et brusques. Et il y a deux façons de traiter le sujet. La première, c'est de définir une doctrine, de l'appliquer au vu d'études que nous présente Arriva. Oui. Et la deuxième façon, c'est d'en discuter localement, de façon à ce que les mesures soient partagé par l'ensemble des habitants. Alors ça, je vous comprends, mais en même temps, si vous voulez, nous, quand on enquête sur ce dossier, on se dit, vous ne souhaitez pas de mesures hâtives ou brusques, ça fait 20 ans que la situation dure, donc pour le moins, il n'y en a pas eu de décision hâtive et brusque. Oui, mais une décision hâtive et brusque, ce serait une décision consistant à mettre des barrières, à prendre des mesures de recouvrement de telle ou telle masse de déchets, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, sans savoir qui en est responsable, sans savoir comment c'est surveillé. Nous, on a tendance à se dire c'est un principe de précaution pour la population. Oui, mais le principe de précaution est un principe tout à fait fondamental. C'est un principe vraiment fondateur pour une autorité de contrôle comme celle que je préside. Mais encore une fois, faut-il que les précautions soient prises dans des conditions correctement préparées. D'accord, et en attendant, on ne prend pas de précautions. Je reviens à quelque chose qui me semble important. Il n'y a pas d'études épidémiologiques faites en France sur l'exposition du grand public, c'est-à-dire des gens qui vont aller sur le parking du stade de football de Guignon, qui vont aller sur le parking de Saint-Priest-la-Prugne. Est-ce que vous le regrettez? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y a pas d'études épidémiologiques sur l'effet des faibles doses parce qu'une étude épidémiologique ne peut pas conduire à une conclusion sur ce sujet-là. Donc vous pensez que c'est inutile? Sur les faibles doses, oui. Une étude épidémiologique est dénuée de sens. Dénuée de sens? Elle est dénuée de sens. Parce que les effets des faibles doses, s'il y en a, sont tellement faibles qu'ils ne sont pas repérables par une étude épidémiologique. Romain Icard, Emmanuel Amara, c'est vous qui avez mené cette enquête. Romain, on le voit bien, cette affaire, elle dure depuis 30 ans maintenant. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cet état de secret national, entre guillemets, ce manque de transparence totale sur ce dossier? Il faut remettre ça dans son contexte. On est dans l'après-guerre, le nucléaire a fait son apparition et la France, dans un souci d'indépendance énergétique, a décidé de faire du nucléaire le moteur du pays. C'est le nucléaire triomphant. Exactement, c'est le nucléaire triomphant, celui du général de Gaulle. La France doit être un pays nucléaire, il nous faut la bombe et il nous faut nos centrales qui vont faire notre électricité. Dans ce contexte-là, le déchet qui est généré par la création de l'uranium, évidemment, ça passe au second plan. On n'a pas envie d'en parler. On n'a pas du tout envie d'en parler. Et surtout pas au grand public. Et surtout pas au grand public, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, on n'a pas envie d'en parler au grand public, Emmanuel, mais est-ce que d'autres savaient, les politiques par exemple? Alors les politiques en sont parfaitement informés depuis une trentaine d'années. Les rapports circulent, ceux qui doivent savoir sont au courant. Et sur le terrain, ça donne une absence de contrôle pendant une trentaine d'années. Nous sommes retournés pour les besoins de l'enquête, dans le Limousin notamment. Et les inspecteurs de l'ADRIR, donc le gendarme de l'État pour l'environnement, nous ont avoué à demi-mot que les contrôles avaient commencé seulement à partir de 2004. En France, le nucléaire est un domaine réservé, un précaré où les décisions ne se prendraient qu'au plus haut niveau, à l'Élysée. Nous allons vous raconter comment des ministres et des députés n'ont jamais eu leur mot à dire face à la puissante compagnie qui fournit à la France son combustible nucléaire. Comment la Cogema, devenue depuis Areva, a réussi à faire passer ses rejets radioactifs pour de vulgaires déchets domestiques. Notre histoire commence en 1991. Un ancien journaliste, Pierre Desgroppes, a été nommé à la tête du Conseil supérieur de la sûreté de l'information nucléaire.
Cette année-là, il rend son rapport sur les dépôts de matières radioactives au ministre de l'Industrie, mais aussi de la Santé et de l'Environnement. Dans ce rapport, il consacre un chapitre aux déchets des mines d'uranium françaises. En 7 pages, Pierre Desgroppes pointe tous les dangers à venir, les quantités énormes de déchets, leur dispersion, et surtout il affirme que la radioactivité des résidus de traitement de l'uranium serait sous-estimée. Le résidu contient encore un peu d'uranium, mais surtout la quasi-totalité des descendants radioactifs de l'uranium, et en particulier le radium-226. Les résidus, ce sont ces millions de tonnes de boue radioactive rejetées dans les campagnes, comme ici dans le Limousin, et même dans certaines villes françaises. Selon Pierre Desgroppes, la dangerosité de ces résidus serait négligée par la COGEMA et l'État. Ce spécialiste en radioprotection va nous expliquer que Pierre Desgroppes avait raison. L'uranium, en général, il n'est pas tout seul. Il a des enfants radioactifs, et il en a une douzaine ou une quinzaine. Et on a dit on se préoccupe que du père, et pas des enfants. Or, il se trouve que les plus toxiques, ce n'est pas le père, sont les enfants. Et donc, on a tiré un trait sur les enfants qui sont la préoccupation majeure aujourd'hui. C'est un non-sens scientifique et technique. Ces enfants très radioactifs de l'uranium devraient être pris en compte car ils restent présents dans les résidus de traitement. Le directeur du laboratoire de la CRIRAD va nous le démontrer. Voici un échantillon de ces résidus prélevé à Belzane, près de Limoges. Bruno Charéron va le placer dans un spectromètre, un appareil qui va mesurer l'importance de la radioactivité des enfants de l'uranium. Ce pic très intense, il est lié au radium-226. L'activité est très importante de cet échantillon, alors que ce tout petit pic ici est lié à l'uranium. Il est beaucoup moins intense, il y en a plus beaucoup, et c'est logique puisque c'est du résidu d'extraction de l'uranium. L'uranium a été extrait. Ce résidu, sa dangerosité est fortement sous-estimée parce que la réglementation, pour faire court, demande de ne prendre en considération que la radioactivité liée à l'uranium, en oubliant finalement la radioactivité qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus forte, et qui est liée à ses descendants, le radium-226, le radon, le polonium, le thorium-230, etc. Il y a 18 ans déjà, Pierre Desgroppes avait tiré la sonnette d'alarme. Son rapport est tombé dans les oubliettes des ministères.